Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a été humiliée lors de son entretien, sans savoir que son mari est le PDG. Rachel Evans, 39 ans, se tient droite, les épaules légèrement tirées vers l'arrière, devant l'imposant immeuble de verre et d'acier de Sterling & Chase, l'un des cabinets de conseil les plus cotés de New York. Le genre d'endroit où les décisions de milliards de dollars se prennent entre 2 cafés glacés et 3 slides PowerPoint. Les vitrines miroitantes reflètent les gratte-ciels voisins, et dans leurs reflets, Rachel se voit élégante, digne, mais tendue. Elle inspire profondément, comme pour s'ancrer dans l'instant. Elle porte un tailleur crème parfaitement coupé, des chaussures sobres mais raffinées, et une pochette de cuir noir dans laquelle repose son CV, ses lettres de recommandation, des notes qu'elle a relues 1000 fois. Pas une mèche de ses cheveux soigneusement relevés ne dépasse. Son rouge à lèvres bordeaux, appliqué avec minutie, est le seul éclat de couleur, une signature discrète. Tout en elle respire la compétence, l'expérience, la maîtrise. Et pourtant, elle ressent cette boule familière au creux du ventre. Ce mélange d'anticipation et de méfiance. Elle sait que pour une femme comme elle, une femme noire, chaque entretien est aussi une épreuve de tolérance tacite. Ce n'est jamais juste une question de compétence. Il faut constamment prouver que l'on mérite d'être là. Encore. Et encore. Elle chuchote pour elle-même, le regard fixé sur la porte tournante. Tu n'as rien à prouver, Rachel. Tu n'as rien volé. Tu ne quémandes rien. Tu offres ce que tu es. Elle entre. L'air climatisé la saisit aussitôt, froid, sec, presque hostile. Le hall est vaste, luxueux, impersonnel. Marbre noir au sol, lustre moderne suspendu à plusieurs mètres du plafond, mur d'un blanc éclatant. Des silhouettes pressées en costume circulent sans un regard. Le bruit feutré des pas sur le marbre contraste avec les conversations en anglais rapide, professionnel, presque mécanique. Dès les premiers mètres, elle sent les regards. Pas ceux de la simple curiosité ou de la distraction. Non. Ce sont des regards brefs, furtifs, qui s'attardent une demi-seconde de trop. Des regards qui se demandent ce qu'elle fait là. Ce qu'elle cherche. Ce qu'elle représente. Elle s'approche du comptoir de réception. Derrière, une femme blanche, la cinquantaine bien tirée, un chignon serré, pianote sur son clavier sans lever les yeux. Rachel attend une seconde. Puis 2. Finalement, elle dit, avec ce ton neutre mais poli qu'elle maîtrise à la perfection. Bonjour. J'ai un entretien à 10 heures avec le département stratégie. La réceptionniste ne répond pas immédiatement. Elle continue de taper, puis, sans même regarder Rachel, lâche d'un ton sec. Vous cherchez quelque chose. Rachel sent un frisson lui traverser la nuque. Mais elle ne bronche pas. Elle a connu bien pire. Elle sourit légèrement. Oui. Comme je vous le disais, j'ai un rendez-vous pour un poste senior au sein du département stratégie. Mon nom est Rachel Evans. À ce moment-là seulement, la réceptionniste lève brièvement les yeux. Un survol rapide du regard. Une évaluation silencieuse, comme si elle cherchait à déceler une incohérence entre le nom sur le planning et la femme debout devant elle. Elle tape quelques touches sur son clavier, s'interrompt, recommence. Ses sourcils se haussent presque imperceptiblement. Rachel. Evans, répète-t-elle, comme si le nom sonnait étrange ou déplacé. Rachel acquiesce calmement. Oui, Evans. Comme dans Evans Consulting Group. C'était mon entreprise, avant la fusion. Silence. Puis, enfin, prenez l'ascenseur jusqu'au 28e étage. À droite en sortant. Aucune expression de bienvenue. Aucune formule de courtoisie. Pas même un bonne chance. Juste un mouvement du menton en direction des ascenseurs. Rachel la remercie tout de même, par pure éducation. Puis elle s'éloigne sans se retourner. Elle ne s'attendait pas à des fleurs. Elle n'est pas là pour être accueillie à bras ouverts. Elle est là pour voir jusqu'où vont les murs invisibles. L'ascenseur s'arrête en douceur au 28e étage. Les portes s'ouvrent sur un couloir immaculé, bordé de vitres teintées, de moquettes grises et de plantes soigneusement taillées, comme si chaque feuille avait passé un entretien elle aussi. Le silence est frappant, presque religieux. Un espace aseptisé où tout semble contrôlé,
la lumière, les odeurs, les attitudes. Rachel s'avance jusqu'à un petit comptoir d'accueil annexe. Une jeune femme en tailleur beige, au sourire étouffé par la routine, prend son nom sans chaleur. « Asseyez-vous. On va venir vous chercher. » Elle s'installe dans une salle d'attente aux lignes épurées. Une table basse pleine de magazines sur la performance et l'innovation, mais aussi de brochures internes qui affichent des visages rayonnants, tous blancs. Les murs exposent des photos d'équipes victorieuses, posant devant des tableaux Excel projetés comme des trophées. Aucune ne reflète son image. Aucune ne reflète elle. Le temps passe. 5 minutes. 10, 20. 35. Rachel ne dit rien. Elle sait ce que c'est. Elle connaît cette attente punitive, ce délai qui n'est jamais infligé aux candidats du bon réseau, du bon visage, du bon genre. Elle observe les allées et venues, des hommes en costume sur mesure, attachés caisse à la main, qui passent sans même la voir. Des assistantes qui la fixent à la dérobée, chuchotent entre elles, rient dans leur gorge. Enfin, une porte s'ouvre. « Madame Evans, vous pouvez entrer. » Elle se lève, réajuste discrètement sa veste, entre dans la pièce. La salle est grande, froide, presque intimidante. Mur de verre sur un côté, mobilier minimaliste, lumière blanche clinique. Elle fait 3 pas et voit les 3 membres du panel déjà installés. Aucune main tendue. Au centre, Bradley Coleman, le directeur du département stratégie. Un homme dans la cinquantaine, cheveux gris impeccables, costume marine, montreur de prix. Son sourire est figé, mécanique, comme celui d'un automate bien huilé. À sa gauche, Lindsay Monroe, RH dans la trentaine, silhouette parfaite, look de girlboss issu d'une pub LinkedIn. Regard dur, lèvres pincées, elle scannait Rachel comme un algorithme cherchant les défauts. À droite, Mark Jensen, consultant senior, la quarantaine arrogante, assis nonchalamment, bras croisés, expression déjà lasse. Bradley prend la parole en premier, d'une voix mielleuse et condescendante. Bonjour, Rachel. Evans, c'est bien ça? Il appuie volontairement sur le nom, le découpe comme s'il avait du mal à le croire. Un sourire en coin accompagne la question, comme s'il tentait d'associer ce nom à une autre personne. Une personne qui, dans son monde, ne ressemblerait pas à elle. Alors, vous avez, voyons, travaillé chez Eastbrook Consulting pendant 10 ans. Rachel répond posément, chaque mot choisi avec précision, sans excès. Oui. J'étais responsable du développement stratégique. J'ai dirigé plusieurs projets majeurs dans les secteurs énergie et technologie, notamment des fusions transatlantiques et des réorganisations structurelles. Lindsay lève un sourcil, sarcastique. Pourtant, vous n'avez jamais été promue directrice. Non, par choix. J'ai toujours préféré rester sur le terrain, là où je peux avoir un impact réel. C'est ce qui me motive. Marc intervient, croisant les bras, l'air amusé. Et vous pensez vraiment pouvoir gérer une équipe ici? Je vous préviens, le rythme est intense. On ne fait pas du conseil de proximité ici. Rachel garde le visage ouvert. Elle ne hausse pas le ton. Elle ne sourit pas non plus. Elle parle avec la même voix calme et solide qui a traversé des années de réunions de crise et de négociations internationales. Je l'ai déjà fait. Avec succès. Je ne suis pas ici pour apprendre à diriger une équipe. Je suis ici pour offrir mon expertise à une structure qui prétend viser l'excellence. Un silence s'installe. Bradley glousse, comme s'il avait entendu une plaisanterie mal placée. Vous savez, on cherche un profil, disons, connecté à notre culture. Vous comprenez ce que je veux dire? Il penche légèrement la tête, un regard complice vers Lindsay, comme s'il venait de dire quelque chose de finement codé. Rachel ne répond pas. Elle le regarde simplement dans les yeux, sans ciller. Bradley se tourne vers Lindsay, faussement consultatif. On en a assez vu, non? Lindsay hoche la tête, comme si elle validait l'évidence. Merci d'être venue, Rachel. On vous rappellera. Elle tend la main, enfin. Rachel la serré brièvement. Elle se lève, ramasse son dossier sans précipitation. Mais avant qu'elle ne passe la porte, alors qu'elle l'entr'ouvre, elle entend un éclat de rire derrière elle. Elle croit vraiment qu'elle va diriger une équipe ici? Franchement, la diversité a ses limites, hein. Une autre voix ricane. Bradley, probablement.
Rachel referme doucement la porte. Sans fracas. Sans mots. Mais ses mains tremblent légèrement. Elle descend l'étage sans dire un mot à l'accueil. Elle sort du bâtiment et s'arrête sur le trottoir. Une bourrasque soulève les pans de son manteau. Elle inspire profondément. Encore. Ce que Bradley, Lindsay et Mark ignorent, c'est que Rachel Evans n'est pas simplement une candidate parmi d'autres. Elle est l'épouse de James T. Walker, PDG de Sterling & Chase, une des figures les plus respectées du monde des affaires. Un homme que les médias décrivent comme un stratège hors pair, un visionnaire calme mais impitoyable, un bâtisseur d'avenir. Sous sa direction, Sterling & Chase est devenue l'une des entreprises les plus influentes et admirées du pays, autant pour ses résultats que pour sa supposée politique d'inclusion et de méritocratie. Mais James et Rachel partagent un pacte. Depuis leur rencontre sur les bancs de Harvard Business School, ils ont toujours refusé les raccourcis, les privilèges de façade. Ils croient au mérite, à la force du travail, à la compétence avant le nom. Lorsque Rachel a évoqué cette entreprise, ce poste qui semblait taillé pour elle, James n'a pas bougé un doigt. Il aurait pu décrocher son téléphone, appeler un ou deux directeurs, et lui dérouler un tapis rouge. Mais il a simplement répondu « Vas-y, tu n'as besoin de personne ». Il en était convaincu. Jusqu'à ce soir-là. Quand Rachel rentre chez elle, elle ne dit rien au début. Elle se déchausse lentement, accroche son manteau, serre la mâchoire. James, dans la cuisine, l'observe en silence. Il sent immédiatement la tension dans ses gestes. Le genre de tension qu'on ne verbalise pas facilement. « Alors ?» demande-t-il doucement, presque à voix basse. Rachel se assied. Un instant. Puis elle parle. D'une voix posée, sans colère, mais avec cette amertume qui ronge la gorge. Elle raconte les regards, le sourire en coin de Bradley, les sourcils froncés de Lindsay, l'arrogance narquoise de Mark. Elle décrit les moqueries à peine voilées, la phrase insidieuse sur la culture d'entreprise, et enfin, les rires qu'elle a entendus après avoir refermé la porte. James ne l'interrompt pas. Il ne dit pas « je suis désolé », car il sait que ce serait insuffisant. Il prend simplement sa main. La serré doucement. Puis, calmement, il dit « Demain matin, ils vont me voir. » Le lendemain, 9 heures. Une convocation urgente a été envoyée à l'aube. 30e étage. Salle principale. Tous les chefs de département sont là. En costume. In quiets. La nouvelle est vague. Présence obligatoire pour une déclaration du PDG. Bradley est là, nerveux mais toujours confiant. Lindsay tapote sur son téléphone, sourcils froncés. Mark chuchote à voix basse. Les rideaux sont tirés. L'ambiance est glaciale. Puis la porte s'ouvre. James T. Walker entre. Costume sombre, regard droit, démarche lente et assurée. Derrière lui, son assistante ferme la porte sans un mot. Un silence de plomb s'abat sur la salle. On n'entend plus que le bourdonnement discret de la climatisation. James s'arrête face à l'assemblée. Il ne consulte aucune note. Il n'en a pas besoin. Il parle d'une voix calme, grave, tranchante comme une lame de verre. Hier, une femme est venue passer un entretien dans cette entreprise. Une femme brillante. L'une des meilleures stratèges de sa génération. 10 ans d'expérience. Une vision claire. Des résultats concrets et mesurables. Des regards s'échangent. Les visages se figent. Bradley commence à se redresser, inquiet. James continue, implacable. Mais au lieu d'être reçue avec le respect dû à ses compétences, elle a été accueillie avec condescendance, mépris, moquerie et racisme. Un murmure choqué parcourt la pièce. Bradley devient livide. Lindsay baisse les yeux. Mark serre les dents. James s'avance d'un pas. Ce que vous ne saviez pas, c'est que cette femme est ma femme. Rachel Evans. Un choc. Le genre de vérité qui fait l'effet d'une explosion silencieuse. Bradley Blemett. Lindsay perd sa superbe. Mark se figue. James regarde chacun d'eux dans les yeux, un à un, sans ciller. Mais ce que vous avez fait va bien au-delà d'elle. Vous avez révélé une vérité que je refuse d'ignorer. Sterling & Chase a un problème. Un problème structurel. Cultural. Humain. Il marque une pause.
Respire. Vous vous êtes cru au-dessus de tout. Vous vous êtes autorisé à juger sur l'apparence, le genre, la couleur de peau. Ce que vous avez fait est une trahison non seulement de notre charte, mais de notre dignité collective. Puis, froidement, sans trembler, Bradley Coleman, vous êtes relevé de vos fonctions avec effet immédiat. Lindsay Monroe, Mark Jensen, suspension temporaire, enquête interne et réexamen complet de vos pratiques RH. Silence. Personne n'ose parler. Enfin, James termine. Sa voix se radoucit, mais reste ferme. Rachel Evans a décidé de ne pas rejoindre Sterling et Chase. Pas parce qu'elle n'en est pas digne, mais parce qu'elle refuse de servir une structure qui piétine la dignité. Et pour cela, je l'admire encore plus. Il ne s'attarde pas. Il tourne les talons et quitte la salle. Il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas d'excuses publiques. Seulement une leçon gravée dans le béton de ce 30e étage. La compétence n'a pas de visage, mais elle a de la mémoire. Quelques mois plus tard, Rachel Evans se tient dans le bureau lumineux et moderne de sa toute nouvelle entreprise, Evans & Side Group. C'est un espace à son image, ouvert, chaleureux, mais aussi rigoureux. Sur les murs, des œuvres d'art créées par des artistes issus de communautés marginalisées racontent des histoires de résilience et de renouveau. Sa firme n'est pas un simple cabinet de conseil. C'est un laboratoire d'idées novatrices, un catalyseur de changement, un sanctuaire pour les talents souvent négligés ou rejetés par les institutions traditionnelles. Elle a fait un pari audacieux. Donner leur chance aux femmes noires ambitieuses, aux anciens incarcérés cherchant une réinsertion digne, aux autodidactes passionnés mais sans diplôme prestigieux. Dans ces équipes, les profils variés s'assemblent comme les pièces d'un puzzle complexe mais harmonieux. Chacun apporte sa vision, son expérience, sa singularité. Et les résultats sont là. Les clients, de plus en plus nombreux, viennent chercher une stratégie inclusive, durable, et une innovation éthique, respectueuse des hommes et de la planète. L'ironie de cette réussite ? Parmi ces clients figurent plusieurs anciens partenaires et même quelques grands comptes qui, il y a peu, collaboraient avec Sterling et Chase. Séduits par la clarté de la vision de Rachel, son intégrité sans faille, et surtout par les résultats concrets qu'elle obtient, ils ont franchi le pas. Ce tournant signe une victoire douce amère, un rappel que le vrai leadership se mesure à l'impact et à l'exemple. Un jour, lors d'une conférence dans un prestigieux auditorium de Manhattan, Rachel se tient au pupitre devant un public attentif. Les projecteurs illuminent son visage serein. Après avoir exposé sa vision sur l'importance de la diversité et de la responsabilité sociale dans les stratégies d'entreprise, elle reçoit une question qui revient souvent dans son parcours. Pourquoi avoir refusé le poste chez Sterling et Chase, alors que c'est l'une des firmes les plus prestigieuses de Wall Street? Un silence respectueux s'installe. Rachel sourit doucement, ses yeux brillants d'une sincérité profonde. Parce que j'ai toujours cru qu'une maison ne se bâtit pas en s'asseyant à une table où l'on doute de votre présence. Je préfère construire une maison où chacun a une place, où la dignité n'est pas négociable, et où les talents peuvent s'exprimer librement, sans peur ni jugement. Rejoindre Sterling et Chase aurait signifié accepter un compromis que je ne pouvais pas faire. Je voulais être l'architecte de quelque chose de neuf, de vrai, de juste. Un murmure d'approbation parcourt l'audience. Dans la salle, plusieurs visages connus de l'industrie hochent la tête, conscients que le courage de Rachel ouvre un chemin nouveau. Au-delà des succès professionnels, c'est une victoire humaine, un combat gagné contre l'exclusion et le racisme latent. Et cette victoire, Rachel la partage avec tous ceux qu'elle a choisi d'emmener avec elle dans cette aventure, ceux qui, comme elle, refusent d'être invisibles.